Le réseau artistique canadien reconnaît et respecte les premiers habitants de ce pays. Depuis des temps immémoriaux, les peuples autochtones ont pris soin et géré les terres connues par beaucoup sous le nom de Canada, afin que chacun d'entre nous puisse aujourd'hui bénéficier de tous les cadeaux que la terre offre. Par respect pour les droits des peuples autochtones, il est de notre responsabilité collective d'interroger de manière critique les histoires coloniales et leurs implications actuelles. Nous travaillons donc dans la perspective d'honorer, de protéger et de soutenir la terre et les gens qui ont été les premiers sur ce territoire pour aller au-delà de la reconnaissance et passer à l'action. Nous reconnaissons l'impact de l'histoire et des structures coloniales sur nos propres communautés et tendons la main en partenariat à ceux qui souhaitent devenir complices de leur démantèlement. Mon nom est Karine Kerr-Gillespie. Je suis travailleuse culturelle basée à John Jagger, connue comme Montréal. Je suis reconnaissante de soutenir le réseau artistique canadien aujourd'hui. Grâce au soutien du Conseil des arts du Canada et du Festival Accès-Asie, le réseau artistique canadien a récemment lancé une série d'ateliers d'artistes gratuits mettant en vedette des conférenciers talentueux partageant leur expérience et leurs conseils pour les artistes canadiens d'origine asiatique. Nous organisons désormais une série de tables rondes pour rassembler des leaders artistiques afin de partager leurs connaissances et leur sagesse. Assurez-vous de vous inscrire sur artcanadie.com pour obtenir des liens vers tout le contenu en ligne. Pour cette table ronde, j'ai l'honneur d'accueillir Tongzou La France, Léa Tremblay-Fogg et Brian Bion. Ce sont tous des artistes talentueux qui se sont joints à cette table ronde pour discuter des enjeux auxquels est confrontée la communauté artistique asiatique francophone. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour cette discussion importante et j'espère qu'il s'agira d'un espace bienveillant pour vous. Nous commençons par entendre chaque participant. Après les 3 présentations, les artistes auront une discussion ouverte et répondront à quelques questions que le public pourra poser dans le chat ou en utilisant l'option Lever la main. Nous enregistrons cette rencontre, alors veuillez laisser vos caméras et vos micros coupés. Merci, je laisse la parole aux artistes. Allô? Allô? Ah, Léa est... OK. Moi, je suis contente. Qui se présente d'abord? Je peux commencer selon le PowerPoint. Ben oui. Mon nom est Brian Bion. Je suis un artiste visuel né à Montréal, de parents sino-cambodgiens. Et puis, oui, je pratique la peinture. Ben, en fait, ma pratique, c'est surtout la peinture et puis l'art mural. Donc, ça fait pas loin d'une quinzaine, vingtaine d'années que je fais ça. Une de mes œuvres, oui. C'est une peinture à l'huile sur toile, le Becherel, Becherel version années 80. 80, peut-être 90, je ne sais pas. C'est en fait, ce qui m'a inspiré pour cette œuvre-là, c'est que c'est le premier livre que mes parents se sont fait remettre lorsqu'ils sont arrivés au Québec. Et je crois que plusieurs nouveaux arrivants également ont eu cette version-là. Donc, je l'ai encore chez moi, puis c'était pas mal un des seuls livres en français que j'avais chez moi pendant un bon bout. Donc, c'était amusant de voir toutes les annotations à l'intérieur de ce livre-là. Donc, ça, c'est pour cette œuvre-là. Ça, c'est une murale que j'ai faite dans l'arrondissement Saint-Laurent. Elle s'intitule Jade et ses homies. C'est un projet avec Collab, réalisé en 2020 durant la pandémie. Ce que je crois qui est intéressant par rapport à ce projet-là, c'est que c'est dans le quartier Northgate. Pour ceux qui le connaissent, c'est une des portes d'entrée de nouveaux arrivants à Montréal. C'est dans l'arrondissement Ville-Saint-Laurent. Et c'est là, en fait, que plusieurs membres de ma famille sont arrivés. J'ai grandi dans ce quartier-là. Et puis, la photo également en fait, vient de l'école Enfant Soleil en 99. C'est une photo de jeunes qui ont l'air tout souriants, mais en fait, c'est parce que c'était la semaine de relâche. Ils s'en allaient à la semaine de relâche. Donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est un projet avec l'arrondissement Saint-Laurent et puis Collab. C'était une murale dans cet arrondissement-là. Ça, c'est une murale que j'ai réalisée au Maroc.
C'était en 2022. Elle s'appelle Étranger. Ça parle un peu de ce sentiment-là de lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, on se sent étranger. Tout est un peu nouveau. Sur l'image, en fait, c'est un cousin étranger éloigné que je ne connais pas trop. Il était à ses premiers jours aux États-Unis dans sa nouvelle job, dans le backstore d'un restaurant, parlant pas un mot anglais, connaissant pas les codes culturels. Donc, c'est ça. C'est plus par rapport à ce sentiment. Pourquoi au Maroc? C'est plus le sentiment de... Moi, c'était ma première fois au Maroc, la première fois en Afrique. Donc, c'était un peu le feeling que je voulais partager de l'inconnu en quelque sorte. Et justement, les gens se questionnaient, c'est qui que tu as peint? Puis donc, ça ouvrait la conversation avec les gens du voisinage. Et ça, c'était réalisé durant le festival JIDAR. OK. Ah, ça, c'est un projet sur lequel que je travaille actuellement. C'est avec l'écrivaine et poète Angelina Guo et mon ami de studio, mon studio mate James Lee Chahan. Le projet va s'intituler Dépanneur populaire Guo. C'est un petit livret, en fait, illustration, photo, qui documente un peu les anecdotes et les interactions entre les parents, Angelina et sa famille, qui sont propriétaires d'un dépanneur depuis, je crois, 25 ans dans Hochelaga. En fait, quand ils sont partis de la Chine, ils sont venus s'établir à Montréal, dans le quartier Hochelaga, et puis pour survivre, ils ont ouvert ce dépanneur-là. Et puis, c'est ça, ça va documenter un peu les interactions, les anecdotes entre sa famille et les gens d'Hochelaga. Et ça, c'est juste, j'aimais la photo. C'est au Cambodge, à Phnom Penh. C'est un de mes amis montréalais qui, Funky, autrefois il habitait ici. Et puis, il a déménagé au Cambodge pour vivre sa vie d'artiste et puis ouvrir une galerie qui s'appelle la FT Galerie. Donc, Funky, qui est un artiste cambodgien, québécois, français. Donc, c'est ça, je trouvais intéressant cette connexion-là. Il fait des connexions là-bas avec aussi les gens de la culture, de la danse et puis de la musique également. Là, à ce moment-là, c'était durant Noël chez Tiny Toons, qui est une école de breakdance dans un quartier un peu fragile de Phnom Penh. Et c'était durant le temps des fêtes. Donc, remise de cadeaux, puis on a contribué en créant une murale dans le quartier. Donc, c'est tout pour les œuvres que je présente. Attendez, je vais voir si ça fonctionne, ce lien. Oui. Et on a une participante. Oui! Allô, je m'appelle Léa Tremblay-Fong et je suis une artiste en danse contemporaine. Je mixe plusieurs techniques en danse. En fait, j'appelle ça la danse contemporaine, mais disons que c'est assez flexible comme terme. Personnellement, je travaille souvent avec des street dancers. Je me suis entraînée un peu dans ces styles-là également, mais c'est plus mes collaborateurs qui se spécialisent là-dedans. Puis selon le projet, je vais varier la spécialité de mes collaborateurs. Je travaille depuis plusieurs années, genre 10 ans, 9-10 ans, in situ, extérieur,
parce que c'est un contexte que je trouve plus stimulant, plus proche du public, mais d'un public varié, parce qu'en danse contemporaine, souvent, c'est juste plus les gens qui connaissent ça, qui viennent au spectacle. Donc, moi, j'ai eu envie de travailler dans la rue, en danse et en collaborant avec d'autres artistes pour justement faire découvrir mon art dans un autre contexte. Et maintenant, je trouve ça super inspirant de travailler dehors. Euh, c'est plutôt récemment que j'ai commencé à travailler sur un projet qui est lié à mon histoire familiale et le côté chinois de ma famille. Euh, donc, je vais vous parler un peu de ce projet-là, puisque c'est davantage lié, je trouve, à notre discussion aujourd'hui. Le projet s'intitule Sit, Eat and Chew. J'ai été contactée initialement en 2018 pour commencer à travailler là-dessus par une chorégraphe qui s'appelle Mei qui habite à New York City et qui, elle, avait déjà réalisé un projet de ce genre à New York City dans le quartier chinois de Manhattan. Et elle recherchait une collaboratrice ou collaborateur dans d'autres Chinatown d'Amérique du Nord. Bon, on était en contact, tout ça, puisque j'avais déjà un côté chinois, un côté que je travaille avec la communauté et tout. Puis l'idée de base, c'était, c'est ça, soit par des classes de danse, des activités avec la communauté, apprendre à connaître les histoires locales de l'immigration chinoise et créer un spectacle de danse dans le quartier qui est comme une sorte de visite guidée, mais avec des arrêts chorégraphiques plus qu'avec des paroles, dans le fond. Donc, on a transféré le concept de création à Montréal. Il y a eu il y a eu des demandes de financement, il y a eu la COVID. Finalement, on a commencé à travailler plus activement à partir de l'été 2022. On a enseigné plusieurs classes à la communauté et en même temps, on avait des séances de recherche-création entre artistes. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres avec les différentes générations d'immigrants liés au quartier chinois et de la recherche documentaire, des histoires de ceux dont plusieurs sont déjà décédés aussi dans les premiers immigrants et beaucoup de temps passé dans le quartier. Puis, on a eu une première présentation de notre travail chorégraphique qui était influencé par le travail communautaire également. Première présentation au mois de mai dernier, donc mai 2023, dans le cadre du Festival Accès Asie. Donc, je vous montre une vidéo de ça. Oups, je pense qu'on a. Ah, ça marche pas pour le son, hein? Comment on fait pour arranger si le je son? mute ici, puis tu mets le son ici, disons. On va essayer. On n'entend rien. Donc, c'est des femmes auxquelles on a enseigné. Et finalement, se sont jointes à la performance. Works in Montreal, given the difficulty of access to the job market and the social oui, ça marche. The Chinese, many are limited to opening hand laundries, working 16 to 18 hours a day. Là, ça marche plus. Est-ce que le son est correct? Le son ne marche plus, mais la vidéo il continue. Petite question. Est-ce que le son, c'est correct ou ça fait juste laguer puis être bizarre? On n'entend pas vraiment le son, en fait. Quand c'est de la musique, quelqu'un parle, on entend un peu mieux, mais malheureusement, la musique, on ne l'entend pas. OK. Bon, On peut l'essayer sur celui-là. Ça va être
Donc, toi, tu partages l'écran? Ouais. Bon, je vais désactiver mon son. Ça. Dans 2 minutes. Est-ce que c'est mieux? On a entendu le son, oui. Ben, présentement, il y a juste plus de partage d'écran. Il n'y a pas de partage d'écran, par contre. Excuse-moi, est-ce que tu peux Peut-être pour répéter? peut-être pour le temps du vidéo, vous pourriez juste le mettre le vidéo en plein écran, en partage d'écran. On va le mettre en lien dans le chat. Ouais, ça serait. Moi, je vais peut-être montrer des images du vidéo sans. OK. Fait que là, on garde ton son, puis moi, je vais me remettre à partager l'écran, c'est ça? Oui, si tu veux. On va le mettre en lien ici. Oups. Bon, alors... Oh, ça lag. Ah, notre petite madame. Bon, je pourrais raconter plein d'anecdotes sur toutes les parties du show. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste retourner au... Ici. Bon, tiens, on va voir ça au fond. Puis là... Ah, c'est cool. J'aime bien cette photo. Ah, c'est comme difficile, là, j'ai plus la vidéo pour m'aider, mais bref, je peux juste parler un peu des thèmes, pendant 1 minute, là, des thèmes qu'on utilisait pour ce projet-là. Beaucoup inspiré de la vie quotidienne, mais de ce qui se forme autour de l'expérience d'immigration et de solitude, qui était particulière aux Chinois aussi, vu que c'était seulement les hommes qui sont venus pendant une longue période. Les journaux, pour nous, ça évoque aussi une autre époque, puis un lien culturel. T'sais, on a rencontré des personnes âgées qui lisaient le journal, mais sans vraiment le lire. Qui ne savaient pas nécessairement lire, mais que c'est comme ça leur donne quelque chose à faire dans le quartier chinois. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, beaucoup aussi aux liens liés à la nourriture, qui est entre autres dans ma famille, ce qui a été transmis de mon grand-père. En tout cas, quelques thèmes comme ça, beaucoup dans l'attente. L'attente, même si tu travailles comme un fou, il y a du temps de solitude qui peut paraître très long, de ce qu'on comprend. Donc, voilà, ça a été un peu chaotique comme présentation du projet, mais on pourra en reparler de toute façon dans la discussion. Fait que, Tongjo, tu peux enchaîner. Faudrait que je le partage mieux, hein? J'ai partagé ton lien vidéo. Cool. Dans le chat. Mais là, il apparaît pas bien. Ah. Je pense qu'il faut le mettre en plein écran. Plein écran. Mais je sais pas comment. Là, je me rappelle plus, excusez, là. Ça a marché tantôt, puis parce que là... OK, ah, comme ça, mieux? peut-être? Ça va être ça? C'est bon pour toi, Tongcho? Oui, ça fonctionne pour moi. Je pense on voit juste encore la barre de navigation au-dessus, mais c'est pas grave. OK. OK. Ben, je peux... Ah, oh. Oups. Allô?
Est-ce que vous Oui, m'entendez? Est-ce que j'ai pas... oui, Oui. oui, oui, on t'entend. Ah, OK. Est-ce que c'est juste parce que ça a comme... l'écran a comme bougé. Oui. Mais je vais enchaîner. Alors, allô, moi, c'est Tongjo La France. Je suis présentement à Beijing, donc il est 6h30 du matin. Je m'excuse si je peux être un peu moins réveillée pour la présentation, mais je vais faire de mon mieux. Donc, alors moi, je suis une artiste multidisciplinaire qui travaille le textile, la photographie, les archives et j'ai aussi un passé en performance, performance art. Donc, la première photo, c'est une exposition qu'on a faite à la Centrale du 8 septembre au 3 novembre 2022 avec deux autres amis et collègues artistes qui sont adoptés chinoises. Donc, pour mon background, je suis aussi adoptée chinoise et on a fait une exposition de groupe à trois qui a été commissariée par Anne-Laurence et l'autre artiste, Corinne Baumier. L'exposition était en lien avec notre recherche identitaire en tant que personne adoptée, comment connecter avec notre culture d'origine, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Les trois, dans notre pratique artistique, on se questionne sur l'absence d'information. Donc, à travers nos œuvres, c'est comme ça qu'on va exprimer euh, nos frustrations, nos questionnements, notre mélancolie, notre deuil à faire par rapport à notre culture d'origine, par rapport Oh, il y a quelqu'un qui est arrivé. Est-ce que vous voyez aussi, excusez, est-ce Je que vous vais la voyez mettre. aussi quand les autres personnes arrivent dans le chat? Oui, on est plus seul. Ah, OK. On le voit de deux Oui, façons. oui, on voit. Ah, OK. OK. Ben, excusez, je suis aussi très, très, euh, pas dérangée, mais il y a On Distraite. s'en beaucoup de choses. occupe. S'il y a des gens qui arrivent, on OK. va s'en C'est occuper. bon, OK? ouais. OK, Pas Pendant tout que je tu ça en peux même parles, temps. pendant la continuer. personne qui Donc, parle. l'exposition, c'était un peu une manière comme en tant que personne adoptée, on cherche des lieux pour se comprendre, pour se questionner sur des sujets. Donc, l'espace à la centrale, ça a vraiment été un lieu de rassemblement pour notre communauté, de aussi faire connaître nos questionnements, nos préoccupations, puis d'avoir un espace qui est L'expo était presque 3 mois, donc, ou environ 2 mois. Donc, ça a vraiment été, je dirais, symbolique pour nous trois en tant qu'artistes, mais aussi en tant que personnes qui cherchent à connecter avec les autres, qui utilisent l'art euh, pour pouvoir trouver des nouvelles réponses ou pour euh, euh, connecter dans les sujets qu'on n'aura peut-être jamais de réponse. Je pense qu'il y a de ça aussi l'exposition s'appelle Jusqu'où peut-on se voir à l'intérieur? Mais au final, je crois les trois, on se pose tout le temps ce questionnement-là. Les trois, on a des âges différents. Les trois, on a passé par une quête identitaire différente, mais au final, c'est comme un peu quand on pense à la dépression. Est-ce qu'on guérit vraiment de la dépression ou on apprend à vivre avec la dépression? Donc, tous ces questionnements-là, au final, c'est plus pour l'exposition, c'était pour avoir une place. Euh, euh, j'ai bugué, mais on peut passer, on peut passer à la prochaine image. Donc, moi, dans l'exposition, je présentais la série Untitled Labor ainsi que euh, La naissance de ma maison. Mais pour cette discussion, j'ai décidé de passer un peu plus de temps sur la série Untitled Labor. Donc, c'est une série qui mélange des archives originales de mon album photo que ma mère elle a prise, qui était durant mon adoption, après mon adoption. Donc, il y a des parties que c'est vraiment tout le processus d'adoption qui en Chine, qui est un peu un équivalent de comment j'expliquais aux gens durant l'exposition que ça a été fait un peu en bundle. Donc, moi, ça me faisait un peu euh, hérisser les poils de voir que c'était en fait le l'adoption est comme un système de commerce. Les enfants deviennent
un peu des objets qu'on peut transitionner d'un pays à un autre, puis qu'il y a tout un système qui est vraiment bien ficelé pour permettre ça, un changement d'identité, un changement de culture. Euh, donc, c'est un peu de ça que je voulais traiter. Dans la série Untitled Labor, je fais des diptyques. Il y en a une partie, c'est des photos d'adoption, d'autres, c'est des photos de processus d'artisanat. Donc, un peu cette idée de l'enfant est objet, l'enfant est comme produit pour être mis ailleurs. Donc, puis en même temps, cette forme d'artisanat n'est pas comme reconnue et comme non dite. Donc, c'est ça qu'il y a dans le titre aussi, Untitled Labor. Puis qu'est-ce que j'aimais aussi, c'est qu'en anglais, c'est Going into Labor. Il y a aussi ce sens de la naissance. Donc, pour les parents adoptifs, euh, euh, adopter des enfants, c'est comme un peu l'équivalent de mettre au monde une nouvelle personne, mais au final, la personne dans l'adoption n'est pas vraiment mise au monde. Donc, c'est un peu tout ça que je me questionne en traitant de ces archives-là. C'est jusqu'à où je peux revenir dans le temps pour comprendre cette partie-là de mon histoire. Puis ensuite, ici, j'ai mis une autre photo que j'aime beaucoup qui... ah non, c'était en arrière. Ça, c'est une photo, juste pour donner un petit contexte. La photo de gauche, c'est un rassemblement. Donc, nous, à chaque année, on appelait ça la fête des petites chinoises. Donc, dans le fond, à chaque année, c'est le groupe d'adoption. Donc, on était plusieurs enfants, je dirais une dizaine, une vingtaine, qui ont été adoptés dans la même ville, le même orphelinat. Puis après ça, les parents ont décidé à chaque année, dans mon cas, ça a duré jusqu'à mes 10 ans. On se rassemblait un peu partout dans le Québec parce que c'était tous des gens du Québec qui ont adopté dans notre groupe. Puis c'était principalement pour que les parents puissent connecter, garder contact ensemble, que les enfants puissent créer un lien d'appartenance. Donc, dans plusieurs groupes d'adoption, ça a été similaire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont gardé contact avec d'autres personnes adoptées. Il y en a qui ont perdu leur contact. Donc, ça, je trouvais que c'était quelque chose qui réunit un peu la diaspora des personnes adoptées, c'est qu'on a tous eu un peu un rassemblement de fêtes de petites Chinoises. Donc, ça, je trouve que c'est dans cet environnement-là, c'est des souvenirs positifs que je préserve. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis, je sais pas. Ouais, il me reste encore du temps. Donc, pour expliquer un peu ma technique de tissage photo, ce que je fais, c'est tout fait à la main. Donc, j'utilise un métier à tisser qui est pas traditionnel. En fait, j'utilise un derrière de toile que je mets des clous. Puis sur chaque clou, je vais enfiler avec des fils à coudre. Donc, c'est comme un processus qui va ressembler presque plus à la broderie que au tissage. Donc, c'est chaque fil que je viens déplacer pour insérer des bandelettes de photos. Donc, mes photos, celle de gauche, c'est la photo originale, mais pour celle de droite, c'est des photos qui sont agrandies. Puis c'est un diptyque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupées, j'ai coupé toutes les bandelettes pour après les réassembler. Donc, c'est comme un peu je fais mon propre puzzle, donc je défais complètement, mais je refais. Donc, j'ai déjà l'image originale, mais ça revient. Il n'y a pas vraiment un travail tout le travail se fait avant, donc je pense à toutes les étapes de comment est-ce que je peux revenir à l'image originale, mais avec une forme différente. Donc, à la base, c'est une photo, mais à la fin, ça devient un objet à très bas relief. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tout est dans la subtilité du grain. Puis, les fils que j'utilise, c'est des fils qui sont argentés. Donc, quand tu te déplaces, c'est comme un peu ça devient une image pixelisée. Donc, ça, c'est ça que je trouvais intéressant. C'était un peu de traiter de l'évolution de la photo, le rendre plus actuel, mais de garder sa richesse un peu historique dedans. Puis le mode de présentation des tissages plus gros, c'est un peu pour imiter les peintures chinoises ou aussi les calendriers chinois. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais dans
dans mon cas, mes parents, ils sont allés chercher plein de souvenirs. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le calendrier chinois. Donc, tu peux juste le rouler. C'est comme et le rouler, le dérouler. Puis moi, quand j'ai vu cet objet-là, c'est exactement ça que je veux reproduire. Donc, en fait, c'est la même technique, sauf que les calendriers chinois sont faits de manière industrielle. Donc, tu peux voir en arrière que ça a été fait à l'aide d'une machine. Donc, moi, ce que j'ai reproduit, la même fonctionnalité, en fait, mais avec une touche plus c'était un peu mélangé entre design et art visuel, mais c'est l'artisanat, les beaux-arts, la ligne est fine dans tout ça. Puis je peux passer à l'autre. Je pense. Ouais, ok. Donc, aussi, l'une des raisons pourquoi j'ai été approchée pour ce panel, c'est parce que avec des amis, on a créé le collectif Sauvegarde, qui est la première organisation la première organisation francophone par et pour des personnes adoptées de la Chine. Donc, c'est un collectif qui est constitué de 6 membres et 5 cofondateurs. Le collectif a été créé en ligne durant la pandémie, en réponse au racisme anti-asiatique. Donc, une particularité avec notre diaspora de personnes adoptées, c'est que une de nos quêtes, c'est de comprendre notre identité tout en ayant eu une éducation complètement un peu désaliénée de notre culture, puis même de notre corps. Donc, euh, euh, au final, durant la pandémie, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de se rallier puis de se dire que connaisse ou pas la réponse de comment se défendre par rapport au racisme, mais au moins maintenant, on est rendu un groupe puis maintenant, on a une voix commune. Donc ça fait un poids de plus. Puis on est des artistes et des chercheurs, chercheuses qui souhaitent connecter autant avec la communauté au Québec, donc créer des endroits de rassemblement au Québec et mieux comprendre les communautés asiatiques qui vont être un peu dispersées, donc autant avec notre pays d'origine, la Chine, que d'autres pays asiatiques qui vont aussi avoir des enjeux d'adoption qui sont encore présents actuellement. La photo que je partage ici, c'est en fait notre collectif a commencé le 25 mars 2022, mais vu qu'on était encore durant la pandémie, on n'a pas pu faire un lancement en présentiel. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que en automne 2022, on a décidé de lancer notre collectif en présentiel, donc mettre de l'avant que, OK, on est à Montréal, on veut se rassembler, on veut permettre aux adoptés de pouvoir connecter ensemble à Montréal parce que c'est là que on est tous et toutes établis, sauf un membre qui était à Toronto. Mais dans le fond, puis cet événement-là, on a appelé ça chez soi au quartier chinois. Donc, c'est un peu cette question-là qu'on se demande. Est-ce qu'on a vraiment une place en tant que personne adoptée dans la communauté chinoise à Montréal, vu qu'on n'a pas ce facteur historique, que c'est pas nos ancêtres qui sont venus là, mais que c'est nous qui sommes migrants, mais qui cherchent notre propre histoire dans tout ça. Mais au final, on a répondu un peu à cette question-là en disant que oui, on a le droit d'affirmer notre place et de connecter avec la diaspora chinoise à Montréal, puis que notre voix est en fait nécessaire pour la communauté montréalaise. Puis en bas, j'ai juste mis le logo qu'on a fait ensemble, qu'on a créé. Donc, c'est une fleur pour l'émancipation de nos identités. Puis le caractère chinois, qui est un caractère fictif, qui est inspiré du double bonheur. C'est un peu le caractère qui a été inventé pour la double réunification. Donc, qu'est-ce qu'on jase beaucoup dans notre collectif, c'est pas de juste connecter avec notre terre d'origine, mais c'est aussi connecter avec où est-ce qu'on habite présentement, donc notre culture québécoise, tout ça dans la francophonie, parce qu'il y a beaucoup d'adoptés au Québec qui ne vont pas nécessairement parler anglais. Donc, il existe des communautés anglophones, mais l'accessibilité à cette information-là n'est pas toujours
n'est pas toujours facile d'accès. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de guider les gens en français pour mieux répondre à leurs besoins. Puis, la dernière image, c'est un peu des activités qu'on a faites dans la dernière année. Donc, nous, on est un collectif qui, quand on a du temps, quand on a l'énergie, on fait des activités, mais vu qu'on est aussi des étudiants et on a on travaille, des fois, ça la donne que notre collectif est un peu moins actif, euh, mais on est tous bien intentionnés. Donc, dans la dernière année, on a fait un dim sum du Nouvel An lunaire. Euh, Puis, on avait environ une soixantaine, 70 personnes qui ont assisté au dim sum. Donc, ça a vraiment été un succès. On a fait aussi des pique-niques dans les parcs à Montréal pour des personnes adoptées, pour des personnes adoptées asiatiques. Donc, ça, il y avait des fois que c'était plus, ça dépendait de quel était le public qu'on voulait approcher. Puis, durant le mois de novembre en 2022, on a fait un atelier qui, en fait, expliquait ma technique de tissage photo. C'était durant le mois de l'adoption. Novembre, c'est le mois de l'adoption pour celles qui n'étaient pas au courant. Euh, donc, dans cet événement-là, j'expliquais comment faire son petit tissage photo 4x6. Puis j'avais mon amie Corinne qui a aussi exposé avec moi, qui, elle, étudie en psychologie. Et mes deux autres amies qui avaient Marie Gonly-Blouin et Payu Savard, qui aidaient à faciliter l'atelier et une discussion sur comment se réapproprier son histoire d'adoption. Donc, on traitait des sujets de l'adoption, puis en même temps, on faisait une activité qui est très relaxante et répétitive. Donc, l'une des raisons aussi pourquoi je fais le tissage photo, c'est que c'est lent, parce que des fois, je suis un peu lente dans ma tête. Donc, au moins, quand je crée, j'utilise mes mains, ça me permet de faire de la réflexion, que ce soit lié ou non avec l'art. Des fois, à traiter de certains sujets qui sont plus difficiles, prendre son temps, ça fait du bien. Donc, c'est ça pour mon travail. Je, je crois qu'on pourrait Ça serait le temps de parler nos points Ouais. communs, peut-être, parce qu'il reste Ouais. peu de temps, en fait. Donc, peut-être juste aller plus dans la discussion qu'on avait visitée ensemble. Puis, Ouais. je vais cesser le partage d'écran. Donc, en fait, on n'a plus besoin de moi. On n'a plus besoin de ça. Hein? Non. OK. C'est pas ça, pas en tout. Bon. Est-ce que, donc, Joe, veux-tu mentionner une des questions qu'on a dans notre liste pour la suite? Puis, on faudrait se mettre une limite de temps dans le sens qu'on a genre 20-25 minutes, comme ça, on laisse du temps aussi pour les personnes qui sont Pour les présentes questions. pour leurs questions également. Ouais. Fait qu'on essaie Ouais, de... ça serait bon. Ouais. Oui, ben en fait, c'est ça, on s'est préparé des questions à répondre un peu à l'avance. Puis je peux enchaîner avec la première question qu'on s'était préparée. Donc, qu'est-ce qui fait de... pardon, je ne lis pas bien, j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce qui fait que nous sommes... C'est pour ça que je suis quand même de proche. Je ne suis pas dans les meilleures conditions. En tout cas, bref. Qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes... oui, le soleil se lève aussi. Qu'est-ce qui fait que nous sommes asiatiques? Je pense on en avait parlé, puis moi, ça m'intéressait parce que je trouve que c'est vraiment différent pour chacun de nous. Vraiment différent. Je dirais que c'est nos résultats Ancestry qui vont nous dire si on est asiatique ou non. Non, je dirais nos descendances, nos origines, nos attraits physiques. Mais pour toi en particulier, c'est quoi? Parce que ta réponse n'est pas la même que moi. Pour moi, c'est ça. C'est nos attraits physiques, c'est nos descendances. Et puis, c'est notre culture en général.
Puis est-ce que c'est les questions des gens aussi, de l'entourage, de l'école, Parce que je sais pas, si tu habites en Asie, est-ce que, en tout cas, c'est pas la même chose que quand tu habites ici? Ouais. Dans mon cas, j'ai jamais eu de questions. Je pourrais dire que je suis pas asiatique. Je pourrais. J'ai l'air un peu asiatique, mais en même temps, j'ai une grande curiosité envers mon histoire familiale, mais c'est assez récent, en fait, que je connais l'histoire de mon grand-père. Juste pour, je pense que je l'ai mentionné au début, mais mon grand-père est chinois et il s'est marié avec une femme qui s'appelle Germaine Potvin et qui a grandi au Lac-Saint-Jean sur une ferme. Donc, à partir de là, ben, ma mère, elle est moitié chinoise, moitié française, québécoise. Puis moi, mon père est québécois, d'origine française aussi. Donc, j'ai un quart de mes gènes qui est chinois, puis le reste, c'est genre européen. Donc, c'est ça. Dans le visuel, moi, j'ai pas eu de questions par rapport à d'où je viens. Ma mère, oui. Puis là, le racisme, c'était vraiment correct. Correct, en fait, il y avait... les gens disaient des insultes, puis personne n'allait intervenir, là. Donc, ma mère, elle se faisait beaucoup questionner. Elle s'est fait parfois aborder en mandarin, ou en tout cas quand elle travaillait au centre-ville de Montréal. Certaines personnes présumaient qu'elle parlait une langue asiatique, mais elle connaît seulement le français, un peu l'anglais. C'est ça, dans mon cas, j'ai pas eu ce genre de surprise-là par rapport à la langue que je parle puis mon aspect physique. Ou, c'est ça, les gens me demandent, OK, t'es-tu mixée? Mais c'est assez... ça n'a pas été quelque chose d'insultant comme ma mère a pu le vivre dans sa jeunesse. Ouais. Oh, est-ce que ça le... Tongcho, OK. Je crois que Tongcho aussi, c'est un peu... toi, tu as vu un côté plus positif et avantageux. Les gens s'intéressaient à ta différence, en quelque sorte, de ce qu'on avait discuté. Oui, pour du côté artistique, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi, en fait, c'était un surplus de d'où est-ce que je viens, sans avoir nécessairement des réponses à ça. Donc, que ce soit de la communauté chinoise ou de la communauté québécoise, je me retrouvais toujours un peu sous la défensive. De mon côté, c'est comment est-ce que il y avait des moments que je suis comme, je viens de Chine, puis ça finit là, puis je veux plus en parler. Puis des fois, je suis comme, je suis du Québec. Donc, mettons, quand j'ai travaillé à l'épicerie, que j'étais au secondaire, puis je travaillais à l'épicerie, j'étais juste comme, je suis québécoise. C'est comme, je peux-tu juste passer ton épicerie à la caisse et passer à d'autres choses? C'est comme, pourquoi est-ce qu'il y a autant de questions incrète. Donc là, c'est à partir de là que je suis devenue plus sur la défensive. Mais avant, j'avais quand même une fierté de dire que je venais de la Chine, puis que la Chine, c'est un beau pays. Donc, c'est ça que mes parents m'avaient dit, puis que moi, je répétais. Mais au final, c'est des choses qui changent avec le temps, qui changent avec la confiance que tu as aussi à parler de tes racines, puis à vouloir en parler aussi. Ouais. Ouais. Mais ouais, dans mon cas, moi, c'est ça, c'est mes parents, moi je suis né ici, mais mes parents, ils sont chinois, mais nés au Cambodge. Les autres se considèrent chinois alors qu'ils n'ont pas vécu en Chine. Toute leur culture elle est cambodgienne, en quelque sorte. Donc, quand ils sont arrivés ici en 81, c'est ça, ils ont été envoyés à Asbestos. Donc, ça, c'est un peu mon parcours, le parcours familial. Et en quelque sorte, j'ai comme l'impression que je porte cette histoire-là, en quelque sorte. Je crois que cette réflexion-là, je l'ai eue quand j'étais petit. Je voulais être québécois, ayant grandi dans l'est de la ville. C'était très francophone, donc je voulais être comme tous les petits Québécois. Par la suite, à l'adolescence, j'ai bien vu que j'étais pas comme eux physiquement ou juste au niveau
des valeurs, des traditions et tout. Donc, je me suis questionné, je suis peut-être plus cambodgien, je suis peut-être plus chinois. Et c'est en allant justement au Cambodge à l'adolescence que j'étais comme, là, je vais retrouver les miens. Je retourne aux sources en quelque sorte. Et c'est bien là que j'ai vu que le choc en quelque sorte, j'étais pas chez moi non plus, que j'étais très différent d'eux. Donc à l'adolescence, c'était un peu ça, là, ce questionnement-là de, en fait, je suis ni québécois, ni chinois, ni cambodgien. Donc c'était un peu tourmentant. Et c'est plus tard, à force de se questionner, puis un peu de vivre avec ça, que tu comprends en fait que tu es un petit peu de tout ça, tu sais. Puis de créer ta propre réalité en quelque sorte. Donc, ouais, être un peu de tout ça, ça c'est ce qui, moi, je me considère asiatique, mais aussi québécois. On peut continuer peut-être avec l'aspect qui est francophone aussi. Oui. Puis, tu sais, au Québec en particulier, il y a comme l'opposition francophone, anglophone, dont on entend parler, et qu'on vit aussi de façon pas nécessairement conflictuelle là, dans nos vies personnelles et professionnelles, mais on dirait que c'est un point à aborder ensemble Mm-hmm. dans cette discussion. Mm. Ben, ce qu'on se rend compte, c'est que dans notre domaine, dans le quotidien, on se fait souvent aborder en anglais. Le premier réflexe des gens, c'est pas de nous parler en français. Mais moi, pour la plupart du temps, Ouais. les gens vont me parler en anglais, puis par la suite, tu parles français. Fait que Genre à Montréal ou en général? Je, je pense un peu partout. Tu sais, pas toujours, mais je te dirais qu'en général, les gens vont commencer par en anglais par OK, la fait suite. mettons, Ça doit dépendre des quartiers. pour plusieurs personnes, c'est surprenant, genre que vu que tu as l'air asiatique, tu parles français. C'est ça. Puis après ça, quand tu leur parles français québécois, Ouais. ils sont surpris un peu. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas eu ce genre d'expérience ici. Après ça, en voyageant, si j'ai pas l'air comme les gens du pays où je voyage, ça se peut qu'ils me parlent en anglais juste parce que c'est la langue par défaut des touristes. Mais c'est peut-être un autre aspect de tout ça. Moi, j'ai étudié à Toronto parce que je voulais apprendre l'anglais, mais je suis revenue à Montréal parce que, je sais pas, il y a un côté culturel qui est lié à, tu sais, je sais pas, la culture québécoise, francophone, qui m'inspire beaucoup. Puis je suis contente d'avoir fait ce choix-là, d'être revenue ici. Puis oui, je voulais parler en français aussi, même si dans le milieu de la danse, c'est pas un milieu qui est tellement basé sur les mots, là. On massacre les langues ben, en mélangeant beaucoup anglais-français. Puis c'est très normal, puis c'est pas un problème. Tu sais, moi, ça me fait pas. Ça me dérange pas dans les classes de danse, dans les répétitions avec les artistes. Des fois, il y en a certains qui parlent pas beaucoup de français, mais on va alterner entre le français et l'anglais. Euh, Puis ça se fait de façon assez fluide. Euh, Après ça, pour ma famille, de parler anglais, ça a quand même aidé à créer un lien avec la famille chinoise parce qu'à l'époque, donc mon grand-père est mort, mon grand-père chinois, il est mort, ça fait une cinquantaine d'années, puis à ce moment-là, sa femme et ses enfants, dont ma mère, ils parlaient aucunement d'anglais, seulement français. Et le lien avec la famille chinoise a vraiment été coupé, je pense, entre autres, où il y avait la distance, parce qu'ils habitaient à Chicoutimi et le reste de la famille chinoise à Montréal, mais ils n'avaient pas de langue commune non plus, parce que la famille chinoise parlait surtout, ben, premièrement, cantonais, taïchanese et anglais. Donc, c'est aussi parce que j'ai cherché que j'ai pu retrouver la famille, mais j'avoue que de parler anglais, ça a aidé à reconnecter avec cette partie de ma famille. Je pense que ce qui est intéressant, je crois,
plus précisément à Montréal, c'est aussi de laisser chaque langue vivre et pas nécessairement penser en termes de ben vu que maintenant on parle anglais aussi, ben le français n'existe plus ou qu'il faut choisir une langue pour faire sa pratique artistique. Je pense justement dans ton cas, Léa, l'anglais a justement permis une option de plus, une facilité pour reconnecter avec ta famille. Alors que si tu n'avais pas parlé anglais, peut-être tu aurais été plus limité dans tes recherches. Puis je crois que justement à l'international, c'est que ça permet un nouvel accès à des opportunités, connecter avec des communautés qui, elles non plus, ne vont pas parler, parce que le français n'est pas la langue du voyage, c'est vraiment plus l'anglais, euh, mais que je sais, vous m'arrêtez hein, si vous Ouais, trouvez que ça ben, fait pas de non, moi je crois sens. que ça fait vraiment du sens. C'est pas, je crois que c'est pas une négation de, du français ou de la terre d'accueil et puis de la culture, mais plutôt une nouvelle réalité euh, qui est créée avec tous ces mélanges-là. Euh, Moi, en tout cas, personnellement, c'est ça, lorsque je voyage ou lorsque je communique avec des artistes, ça arrive très souvent que c'est en anglais. Mais je trouve que c'est ça, d'avoir le français, c'est comme, il y a quelque chose qui nous rend unique. C'est certainement un plus, là. Oui, je pense, ben ça, c'est quelque chose aussi qu'on avait mentionné, certains projets qu'on a pu réaliser parce que c'était lié à la francophonie. Mhm. Puis, ben, je pense aussi que parce qu'au Québec, en tout cas en danse, ça se voit clairement, là, puis il y a des danseurs qui déménagent à Montréal, qui habitent ailleurs au Canada, mais qui viennent à Montréal parce que c'est plus abordable, puis il y a plus de soutien pour les arts. Mhm. Puis ça apparaît aussi à l'étranger dans certains projets que moi j'ai faits. Là. Comme je vous avais dit, la première fois que je suis allée en Chine, c'était un projet organisé par genre les bureaux de la francophonie à Beijing. Mhm. Mhm. À quel point ils sont influents là-bas, à quel point les gens parlent français à Beijing, bon, on peut questionner, mais quand même, c'était une belle opportunité qui était liée au fait que je parle français, j'habite au Québec. Puis c'est pas le seul exemple, je pense. Ouais, j'abonderais dans le même sens. Moi, disons, pour mon travail en art mural, ça m'a amené en Haïti, euh, au Maroc, en France, à travers différents organismes. Des fois, c'était des projets réalisés indépendamment. Euh, mais c'est ça, disons, en France, je pense que c'était la coopération France-Québec. Donc, il y a quand même des opportunités reliées au fait de parler français. Je pense aussi juste à l'Afrique, tous les pays francophones. Ouais, donc, ouais, je pense qu'il y a des plus de parler français, alors que l'anglais, je pense que tous les trois, on parle anglais. C'est un must, mais le français, ça nous amène ouais, quelque chose un petit plus. Puis, ben, peut-être lié à ça, genre, j'ai une question pour ben, nous trois, dans le fond, comme. Parce que, mettons, je suis sûre qu'on pourrait se dire, on pourrait décider, ah oui, à partir de maintenant, je veux juste travailler en anglais. Tu sais. Moi, ça me tente pas. Tu sais, c'est quelque chose que je veux maintenir. Fait que comment est-ce que, bon, ça, c'est une de nos questions, là. Comment est-ce que ça affecte ben oui, notre identité, mais notre travail artistique aussi? Est-ce que toi, tu serais prête à te dire, OK, à partir de maintenant, plus besoin du français, je vais juste, ou est-ce qu'il va manquer quelque chose, ou quelle différence ça peut faire? Euh, ouais, dans notre cheminement artistique, dans le fond. Puis dans notre cheminement personnel en tant qu'artiste, tu sais, de créativité. La question, c'était? Ben, je pense que c'est ça, mais c'est ici. OK. Comment est-ce que la culture franco-québécoise influence ou pas votre travail? Ah, oui, ben c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est une quête identitaire. Il y en a qui ne sentent pas le besoin d'avoir cette quête-là. Pour moi, c'était un peu essentiel. Mais c'est sûr
que toute la culture franco-québécoise, elle est présente partout autour de nous. Moi, dans mon travail, je l'ai par des références visuelles, des marqueurs de temps, mais c'est dans notre quotidien, c'est dans nos épiceries, c'est dans notre assiette, c'est à la radio, dans les médias, les galas, on peut parler de la sous-représentativité. Ouais, mais dans mon cas, je me rappelle que plus jeune, c'était cette culture québécoise, c'était surtout à l'extérieur de la maison, euh, chez les amis à l'école et tout. Donc, lentement, c'est ça, lorsque on s'est plus intégré en quelque sorte, parler la langue et tout, c'est là qu'il y avait plus d'éléments culturels québécois à la maison. Sinon, c'était beaucoup à l'extérieur de la maison. Oui, fait un côté comme qui a un choix conscient, mais aussi qui est inconscient parce que tu baignes là-dedans Oui, c'est aussi. ça, c'est Puis, ça. par exemple, donc Joe, dans certains exemples de ton travail que de te donner, c'était comme présent aussi. Par exemple, les photos des réunions de petites chinoises, c'est comme quelque chose qui s'est fait ici, comme au Québec. Je sais pas si tu as des commentaires plus là, de ce côté-là, l'influence plus franco-québécoise sur ton travail. Mais je dirais, ben, quand tu as posé la question, ça me fait rire parce que présentement, moi, la langue de communication, c'est le mandarin, puis avec les étudiants internationaux, c'est l'anglais. Puis je me suis comme retrouvée à un moment que fallait que j'aille sur Spotify écouter de la musique francophone, des hits québécois, parce que j'en pouvais juste plus de plus entendre du français. Euh, c'est juste de pas entendre du français, en fait, parce que pour moi, il y a une certaine manière que dans le quotidien, la musique, moi, j'ai grandi en écoutant tout le temps la radio, donc dans l'auto, dans la cuisine, c'est juste les hits québécois ou les hits pop. Donc, c'est quelque chose qui fait dans mon sentiment de confort. Donc, c'est pas nécessairement dans mon travail que je vais mettre ça, mais juste comment est-ce que je me sens bien. Je m'ennuie du fromage, je m'ennuie des petits sandwichs, jambon, fromage, maillot, alors que la nourriture est super bonne ici. Donc, c'est pas je pense que c'est aussi un sentiment de maison qui est associé à la culture québécoise. Donc, tu sais, on est des artistes, mais on a aussi un besoin de se sentir bien. Puis ça va pas être nécessairement relié avec notre manière de créer, mais dans mon cas, ça va vraiment être relié à des éléments spécifiques à la culture québécoise. Mais d'un autre côté, c'est aussi mon inconfort par rapport à la culture québécoise qui a fait que un intérêt à aller vers la culture chinoise. Donc, tu sais, il y a toujours, c'est toujours une balance. C'est jamais, ouais, exact. Je dirais que c'est pas tout noir ou blanc. J'ai sur mon Instagram le petit quote, c'est ça. Je trouve que ça me parle beaucoup, être ni d'ici ni d'ailleurs. C'est un peu le sentiment que j'ai. Oui, on dit je suis né ici, c'est chez moi ici. Mais c'est ça. Il y a cette balance-là. Puis des fois, je ne sens pas que je suis tout à fait québécois et certainement pas tout à fait cambodgien ou chinois. Pour le temps qui reste. Ouais, on prend-tu d'autres questions de notre on peut en prendre une dernière. Parce qu'on répond de façon genre désordonnée, mais c'est les thèmes qu'on avait quand même. Peut-être qu'on peut. J'ai l'impression aussi qu'on vient, vu qu'on avait déjà traité de ces questions-là, j'ai l'impression qu'on fait un tour sur les autres questions. Donc, je regarde nos autres questions à la fin, puis j'ai l'impression qu'on a répondu à certains éléments. Peut-être qu'on peut ouvrir la discussion avec les gens qui sont présents, puis leur demander un peu leur avis par rapport à nos questions. Est-ce que... OK. Bon. Attends, il faut aller dans le chat.
Oui, ici. Je peux lire la question. Cette idée de ne jamais avoir l'impression d'appartenir pour finalement arriver à la conclusion d'être tout et rien à la fois. Est-ce que l'art est une façon d'exprimer cet entre-deux? Comment intégrer cette identité, entre guillemets, trouble? Que de questions. 3 petits points. Euh, je crois qu'on avait posé un peu cette question-là à quelque part. Hein? Mais tu sais, c'était l'affaire de comment est-ce qu'on intègre, tu sais, notre développement artistique, c'est aussi ça se fait en même temps que l'intégration des différents côtés de nos identités, tu sais, qui vont ressortir plus à certains moments. Puis je parle beaucoup avec des artistes qui sont mixés ou d'origine complètement asiatique, puis à certains moments, ils ont des rejets, puis après ça, dans l'accueil, puis c'est comme la balance dont Joe parlait aussi. Ouais. Puis certains projets font appel à certains aspects de la culture, de l'identité. Pour moi, comme je dis, c'est plus récent. Je n'avais pas fait de projet lié à ma culture chinoise. Puis même au départ, genre en 2017, quand j'ai rencontré ma famille chinoise, j'étais comme, bon là, tout le monde fait des projets sur ses origines culturelles. Je pense pas que je vais en faire un aussi, mais finalement, bon, on m'a proposé quelque chose, puis j'ai embarqué, puis ça s'est très bien passé. Mais l'art, ça permet d'exprimer tout, là. Il n'y a pas de limite, je pense. Je pense qu'on s'en était parlé, moi et Tongjo, par rapport à ça. Est-ce nécessaire de l'intégrer dans notre art? Ouais. Je crois que pour nous, on le fait de façon naturelle et pour cette espèce de quête infinie, cette quête identitaire-là qui n'arrête jamais. Mais je ne crois pas que c'est obligatoire. C'est chacun le fait pour soi. Et justement, on en discutait que ça peut devenir lourd. C'est quand est-ce qu'on passe. Là, on est souvent pris dans le passé, les archives, la recherche et tout. Quand est-ce qu'on passe à la prochaine étape? Peut-être jamais, mais c'est ça. Peut-être c'est d'avoir une espèce de balance, équilibre avec ça, jusqu'où nous, on est confortable avec ça. Oh, je peux parler. Je Allô? sais pas. Oui, là, j'ai eu un message qui dit que j'ai droit au micro et à la caméra. En fait, merci, c'est très intéressant parce que je me rends compte au final, c'est parce que je pense pas que l'idée, c'est de devenir non plus une personne porte-parole qui porte tout le poids de toutes les communautés sur les épaules. Et je pense qu'on a tendance à faire ça aussi quand on voit des artistes des diversités. Perso, moi, je suis prof de littérature et là, je suis comme la diversité au cégep. Là. Fait que là, je suis supposée connaître toutes les œuvres asiatiques, je suis supposée connaître tout ce qui concerne l'Asie. Je fais non. Non, c'est ça. C'est comme une espèce de poids. Puis, je pense que vous le faites de manière probablement naturelle à des moments qui vous conviennent. Puis, en fait, j'avais une sous-question qui était, c'est ça, est-ce que peut-être que j'ai manqué l'info, je me suis connectée un petit peu plus tard, mais à quel moment vous avez ressenti ce besoin ou à quel moment vous avez remarqué que finalement votre identité traverse quand même votre art? De quelle façon qu'elle traverse notre art? À quel moment ça... Parce que quand je regarde, en fait, j'ai assisté à 7, 8 and True, j'ai beaucoup aimé. Ah, cool. Oui, et c'est ça, on retrouve des éléments un peu culturels, des référents, par exemple, que moi j'ai compris parce que j'ai ces éléments culturels-là, mais je me suis dit, mais c'est même pas comme quelque chose à laquelle j'avais pensé. Et je pense que c'est juste naturel d'intégrer ces choses-là. Un peu comme dans tes peintures, je pense, Brian, on le sait. En fait, je sais pas où est-ce que ma question va. J'ai perdu le fil de ma question. Moi, j'avais comme des choses à répondre là-dessus, en tout cas. Puis, tu sais, chacun a son processus aussi. C'est comme, OK, tel projet, je vais explorer plus cet aspect-là de, par exemple, mon histoire familiale. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui est acquis complètement. Je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai pas vécu, tu sais, à part manger des mets cuisinés avec la sauce soya, là, c'était pas plus chinois que ça chez moi. Puis, ma mère, quand je compare avec d'autres artistes qui ont deux parents asiatiques ou un parent asiatique, les valeurs qui sont transmises, ça ressemble
pas à, genre, ça n'a pas l'air d'avoir imprégné ma mère comme d'autres artistes. Après ça, notre identité, bon, c'est multiple aussi. Ça va toujours transparaître dans le travail que tu crées, ça va transparaître dans la façon dont je bouge, ça va transparaître dans, tu sais, en tant que danseuse, je le vois, comment les gens bougent, ben pour moi, ça reflète une identité. Est-ce que c'est asiatique ou d'ailleurs? Je ne sais pas nécessairement d'après leurs mouvements, mais tu sais, on s'entraîne dans des styles qui sont pas... Je veux dire, là, en ce moment, pour City Tenchu, je m'étais entraînée en wushu, mais on a aussi, genre, genre, j'ai un b-boy, j'ai une de mes danseuses qui est en popping, walking, danse contemporaine. C'est des identités fortes pour eux aussi. Fait que comment ça va se transmettre, je pense que c'est quelque chose qui est ressenti. De quelle façon tu développes ça. Mais en danse, on développe ça en ce moment. Comment je m'exprime le mieux, mais lié à cette thématique-là, puis à mon identité un peu, ou pas nécessairement, parce que c'est des choses acquises par le projet. Donc, on s'imprègne, mais ça aurait pu être des histoires. Ça a l'air plus légitime parce que je le fais avec des histoires de l'immigration chinoise qui fait partie de ma famille. Mais j'ai déjà travaillé sur des thèmes qui sont pas liés à mon histoire familiale autant, puis ça me touchait, puis ça m'imprégnait également. Oui, mais je pense que, en tout cas pour moi, tu as vraiment répondu à la question, puis à ce que moi je pense aussi. Ouais, j'ai oublié ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Peut-être aussi. Il faut prendre le temps de s'imprégner, je pense. En tout cas, une autre chose. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que quand même que je voudrais passer à autre chose, je reviens toujours à ça. Et ça, je l'ai remarqué dans mon travail. Des fois, j'ai juste envie de passer à autre chose. Je ne veux pas parler de... je suis beaucoup inspiré par, c'est ça, l'histoire familiale et tout. Des fois, je voudrais passer à autre chose, mais je reviens à ça. Peut-être que c'est que je dois passer par ce processus-là pour éventuellement arriver à quelque chose. Peut-être que je ne vais jamais réussir à en sortir, mais pour l'instant, c'est que je reviens toujours à ça. Lorsque je peins, lorsque je pense, lorsque j'écris, c'est souvent relié à ça. Donc, je suppose que je ne suis pas venu au bout de ce que j'ai à faire pour me sortir de la tête puis passer à autre chose pour l'instant. Donc, Joe, veux-tu commenter? Parce que j'ai un autre exemple là-dessus. Mais... oui, ben juste, je dirais que juste être artiste, c'est une manière de canaliser un peu cet entre-deux-là, de trouver une autre manière que, ben, dans notre cas, art visuel, danse, autre que par les mots, donc par le corps, par... c'est notamment toujours des réponses qui vont permettre de parler sur le moment, mais qu'après, quand on fait le retour sur nos œuvres, on a plus de facilité à traiter euh, de comment on se sent. Dans mon cas, moi, j'ai eu de la misère à rester juste à la peinture parce que je trouvais que c'était trop une sorte de vocabulaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mélangé deux médiums, puis de voir c'est où la limite des deux médiums quand tu les mets ensemble. Puis je trouve que ça, c'est aussi une manière de mieux comprendre mon identité, de juste voir des objets, de la matière physique, c'est quoi leurs limites. Ça me donne aussi un référent sur c'est quoi les limites sur mes propres questionnements. Puis juste de shifter les choses qui semblent non résolues dans un autre canal d'expression. Je trouve que ça l'aide énormément. Oui, parce qu'il y a un côté très... Ben, l'art, ça permet... Ça satisfait le côté inconscient, irrationnel de tout ça aussi. C'est la raison pour laquelle, mettons, OK, tu peux aller voir un psychothérapeute ou parler avec des gens pour rationaliser ton expérience, mais il y a quelque chose de super bénéfique à l'exprimer autrement sans que ce soit tout intellectualisé. En tout cas, pour moi, c'est un ressenti super important dans mon travail créatif. Puis, oui. Ben, c'est ça, au bout du compte, ça devient que c'est un outil.
qui te sert à exprimer peu importe ce que tu veux exprimer. C'est comme donc Joe le disait, elle faisait de la peinture autrefois. C'est plus le médium qui lui convient pour exprimer ces trucs. J'ai un peu moi, je suis beaucoup dans la peinture, mais j'ai aussi beaucoup ce feeling-là qu'en ce moment, oui, c'est de la peinture, mais ça pourrait aller, ça pourrait être la danse, ça pourrait être autre chose, là. Non, je ne suis pas barré à l'idée de ça. Puis je crois que justement, ce qui fait la force de ça, c'est justement ce qu'on a à raconter. C'est pas trop le comment, là. Puis peut-être une dernière petite note là-dessus, juste un exemple de 2 collaborateurs qui étaient des street artists palestiniens avec qui j'ai travaillé à Ramallah quand j'étais en Cisjordanie. Puis là, eux, ils discutaient avec nos musiciens qui viennent de Montréal. Puis là, les musiciens étaient comme « Ah, on veut créer quelque chose qui est beau, là, on veut créer de la belle musique. » Puis là, Hamza, l'un des artistes, il dit comme « Hey, nous, genre, j'aimerais ça vouloir créer quelque chose de beau, mais je suis tellement affectée par mon expérience politique, d'oppression en tant que Palestinien que, genre, c'est impossible, genre, je peux pas m'en détacher dans ce que je crée dans mon art en ce moment. Ben, peut-être qu'un jour, là, mais les traumatismes sont assez profonds que ça transparaît nécessairement. Puis ils comparaient avec nos musiciens, là, comme quoi eux, ils arrivaient peut-être à plus se détacher de leur, je sais pas, ou en tout cas, c'était pas la même situation, puis ils pouvaient viser, c'est ça, cet idéal de beauté. En tout cas, c'est à questionner aussi, là, mais... Ouais, le parcours n'est pas le même. Fait que le résultat n'est pas le même non plus. Ouais, puis la voix qui a vraiment besoin de s'exprimer, c'est pas la même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était le fun, cette question. Ou des commentaires, là, ça peut. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps de tout ça. Moi, j'aime cette question-là qu'on a notée. Est-il acceptable de faire de l'art asiatique, traitant visuellement, culturellement de l'Asie, et ce, sans être soi-même asiatique? Donc, appropriation culturelle. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est fait avec passion, respect et connaissance de la culture et connaissance en général je sais pas, le sujet, je crois que c'est toujours bon. Ouais, moi, j'ai beaucoup d'exemples en danse d'appropriation. Juste en street dance, par exemple, le wushu, ça a énormément influencé le break, même le walking aussi. Si on en parle avec nos artistes, puis le hip-hop, de se mettre à faire du street dance, ça vient surtout des communautés plus marginalisées, noires et latinos aux États-Unis. Puis là, maintenant, je veux dire, c'est partout, là, pour autant la musique que la danse. Je veux dire, le street art, le graffiti, genre, je pense que ça vient de ce mouvement-là qui était aux États-Unis. Le graffiti, ça vient de la préhistoire. Ça vient de la préhistoire. Mais pas avec des cannes. Ça, c'est Philadelphie. Pas le côté illégal avec des cannes, des canettes. Mais ouais, non, c'est ça. L'appropriation culturelle, c'est un sujet très chaud depuis les dernières années, mais je sais pas, je le vois un peu comme la musique maintenant, différentes façons de créer, l'échantillonnage, les samples. Ouais, je crois que si c'est bien fait avec du respect, connaissance aussi, je pense que ça passe. Le fait, c'est ça, consciemment, idéalement en collaboration avec, oui. Puis en sachant, parce que des fois, les gens, ils savent pas, là. Puis c'est ça qui est problématique, c'est dans l'enseignement également des techniques. Si personne te dit d'où ça vient, là, tu vas pas, peut-être tu vas faire la recherche, mais... Qu'est-ce que tu en penses, Tongjo?
Ouais, ben, en fait, moi, c'était une question que j'avais écrite parce que je me suis posé longtemps la question. Euh, j'ai longtemps senti un sentiment de culpabilité de ne pas être assez asiatique, de même pas avoir un entourage familial asiatique pour traiter de la culture asiatique. Donc, c'est sûr que euh, ça fait du bien que qu'est-ce qui ressort, admettons, de ta réponse, Brian, que quand c'est fait avec amour, avec passion, avec respect et connaissance, il y a toujours une manière de dialoguer en utilisant des techniques qui vont être d'ailleurs. Puis par la collaboration aussi, je crois que ce soit pas fait dans son coin, puis que tu traites, admettons, de la Chine, mais que complètement déconnecté, puis que tu ne veux pas de collaborateurs, puis tu ne veux pas la vie des autres. Euh, Ça, je pense, ça irait comme à l'opposé. Euh, mais Mais j'irais dans le même sens de réponse que vous, au final. Ouais. ça, je crois que tu le fais bien dans ton travail du peu que je connais. Puis en plus, tu as ton propre truc avec SoftGong et tout, qui est ton identité propre. Fait que je veux dire, ouais. Ouais, c'est cool. Comment ça s'appelle? Ouais, appropriation culturelle. Ouais. Mais je pense que les critiques que j'ai vues souvent, c'était plus quand, par exemple, C'est fait. un artiste établi blanc va genre, tu sais, magasiner, je vais m'inspirer de telle affaire, de telle culture. Je pense que c'est ça qui est comme C'est plus ça, problématique. juste le prendre, puis sans connaître le contexte, sans vouloir en connaître plus, le faire juste pour le clout. Le clout? Ça veut dire quoi, clout? Tu sais, je sais pas comment le dire. Parce que c'est tendance, disons. Ouais. Ah. Dernière question. Dernière question? Ça, on n'en a pas parlé vraiment de la sous-représentation ou représentation. Oui, on pourrait le poser peut-être aux gens qui sont présents. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sous-représentation des artistes franco-asiatiques au Québec dans les médias et institutions? J'ai comme l'impression je connais la réponse. Aussi, ouais, une sous-représentation au Québec, mais aussi versus le reste du Canada. On n'avait pas vraiment de réponse pour ça. Peut-être si les gens veulent mettre leur grain de sel sur ce sujet. Mais je pense qu'en termes de représentation, oui, je me permets la question de la Oui, représentation. Il y a beaucoup les enjeux liés aussi à l'éducation, parce qu'on le voit dans le domaine de l'enseignement. Ce qu'on enseigne, c'est des classiques écrits par des hommes blancs, c'est genre, c'est pour la oui. plupart du temps. Même les contenus, ça bouge un peu, mais Mhm. il faut vraiment il faut faire l'effort d'aller chercher des œuvres qui sont différentes. Par exemple, en cours de médias, de faire écouter autre chose, puis de se poser la question aussi de pourquoi on voit pas plus, par exemple, à la télé, pourquoi on voit pas plus de comédiens, de comédiennes issus des diversités ou racisés ou peu importe. Mhm. Mhm. C'est déconstruire tout le système qui entretient ça aussi. C'est ça qui. Parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'effectivement, il faut une juste représentation, il faut laisser ces voix-là prendre la parole. Et au théâtre, c'est un peu débile, c'est de dire que, ah ouais, mais ils n'ont pas l'expérience, ou il faut les cantonner à leur rôle classique, stéréotypé, qui est de l'asiatique ou peu importe, mais Ben oui, c'est ces mais espèces de conventions. C'est débile. je crois que ta réponse elle est très juste c'est pas juste de représenter, c'est pas tomber dans les clichés, c'est pas tomber dans la caricature en quelque sorte, parce que ça devient pratiquement plus nocif, ouais, c'est plus malsain quand on tombe dans la caricature et tout. Là. Je sais pas, moi, j'ai juste en tête les lunettes dans la guerre des tucs. L'asiatique. Ça fait trop longtemps que j'ai Ouais, regardé la ça, guerre des moi, je m'en tucs, rappelle les plus. lunettes. En tout cas, vous googlerez ça. Les Mais lunettes, puis
l'espèce d'Asiatique qui parle beaucoup puis que personne n'écoute. C'est un peu ça tout le long. Ouais. Ben, ça a été, ouais. Je me dis, en tant qu'artiste, on peut s'assurer ou essayer le mieux possible que dans nos processus de création, il y ait cet espace-là pour nuancer ce qui vient d'autres cultures, qui n'est pas nécessairement asiatique non plus, mais des fois, c'est comme, OK, ça marche, OK, mais c'est prendre le temps d'écouter parce que c'est pas toujours facile à formuler tout de suite quand il y a un malaise, je pense, par rapport à une image ou une technique. Fait que c'est écouter, des fois, ça prend du temps pour que ça s'exprime, ce malaise-là. C'est plate quand il y a un malaise aussi. Non, c'est ça. Non, je veux que ça marche, les idées, que ça fit. Mais oui. Laisser un temps pour le malaise. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on vous avez d'autres questions? Karine, as-tu des questions? Karine, t'es où? Non, j'ai pas une question spécifique présentement. Je trouve que vous avez parlé vraiment comme énormément de sujets super intéressants. J'ai trouvé les conversations vraiment enrichissantes. Je veux remercier nos participants d'avoir participé activement. Merci beaucoup. Puis je voulais également remercier Léa, Tongzu et Brian d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. Et vous pouvez en savoir plus sur leur travail et les suivre sur leurs réseaux sociaux dans la description de l'événement. Ou sinon, si les artistes veulent mettre leur site web ou leur lien de réseaux sociaux dans le chat, vous pouvez le faire également pour partager avec nos participants. Puis je vais conclure. Est-ce que ça vous convient, tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez discuter? On garde la conversation ouverte. Là. Si les gens veulent nous contacter directement et tout, là, on va moi, je vais mettre mon site web et puis vous pouvez trouver mon courriel à cet endroit-là. Mais ouais, sinon, si vous voulez en discuter et tout, en privé, ça va me faire plaisir. Vous aussi, hein? Ben oui! Good. Je suis mêlée, non. Parfait. On est reconnaissant du soutien du Conseil des arts du Canada et du Festival Accès pour rendre le projet du réseau artistique canadien. Donc, si vous êtes un artiste canadien d'origine asiatique à la recherche de plus de soutien, de visibilité ou de liens communautaires, on serait ravis de vous inviter à rejoindre notre réseau gratuit et à nous suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux à artcanasi.com. Donc, j'espère que cette table ronde vous a été utile dans votre parcours artistique. Puis merci d'être venu et prenez soin de vous. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir trouvé le lien et puis qu'on n'ait pas fait ça tout de suite. Mais ça faisait 20 minutes que j'étais comme, j'ai pas le bon lien, à qui j'écris, je sais pas. J'ai écrit à tout le monde. Finalement, ça n'a pas été corrigé. Hein, Merci. Ben, je